Bienvenue sur Géopolitis. Quand on dit mafia, on pense bien sûr à Cosa Nostra, à la Camorra ou à la 'Ndrangheta. On pense aussi à Gomorra, le célèbre ouvrage de celui qui a osé s'attaquer à la mafia, Roberto Saviano. Et justement, celui qui vit désormais sous protection constante de plusieurs gardes du corps explique que, au-delà de tout ce que l'on savait ou supposait sur la mafia, eh bien, il y a désormais une réalité. Plus que jamais, la mafia, globalement, investit ses capitaux dans nos économies, dans nos systèmes économiques légaux. Bref, de plus en plus d'argent sale dans nos propres économies. Un exemple parmi d'autres. Où va l'argent de la drogue? Le trafic de drogue dans le monde est estimé à quelques 300 milliards de dollars par an. D'après ce que disent les spécialistes, cet argent, on le retrouve soigneusement dissimulé dans des activités, tout ce qu'il y a de plus légal. On dit, et bien sûr ce n'est qu'une rumeur, on dit que lors de la grande crise de 2008, lors de la tempête qui s'est abattue sur les marchés financiers mondiaux, ce sont une partie de ces narcodollars qui ont permis de sauver de la faillite plusieurs établissements bancaires de renom. Complicité ou connivence entre deux mondes qui de toute façon se côtoient, Géopolitis essaye d'y voir plus clair. Vous avez encore en mémoire cette expression en anglais « too big to fail », trop grosse pour faillir. On définissait ainsi ces instituts financiers trop grands, trop importants, trop stratégiques pour qu'on les laisse faire faillite ou s'écrouler. Désormais, certains n'hésitent pas à utiliser la même formule et la même mise en garde pour caractériser certaines branches de la mafia tellement imbriquées dans l'économie de tel ou tel pays que leur disparition entraînerait de facto la chute de pans entiers de l'économie. Il circule ainsi une blague, qui n'est pas si drôle que cela, selon laquelle, à Marseille, le trafic de drogue est tellement lié au bon déroulement de la vie locale que si par extraordinaire, on arrivait à éliminer tout le trafic de drogue dans la région, la plupart des familles habitant les cités de la ville seraient incapables de payer leur loyer. Autre exemple de ce qui est désormais une constante, en tout cas dans les grands chantiers du monde. La mafia, sous une forme ou sous une autre, veut sa part de gâteau et l'avance masquée pour arracher des contrats. Tout le monde sait que c'est ainsi que cela s'est passé pour le chantier de l'actuelle exposition universelle de Milan. Ils ont utilisé des entreprises de couverture qui apparemment n'avaient rien à voir avec la 'Ndrangheta. Ils se sont enfilés dans les chantiers sans apparaître réellement et ils ont réussi à s'occuper de différentes parties des travaux, principalement liées au déplacement des terres. Il convient ici de préciser que les autorités italiennes ne sont pas restées inactives. Dans ce dossier de l'exposition de Milan, 28 grandes entreprises ont été exclues des possibles partenaires du chantier, les enquêtes menées ayant déterminé ou suspecté des liens réels entre ces entreprises et les diverses branches de la mafia. Ce serait la plus profitable source de revenus des diverses branches et des différents cartels de la mafia. Avec un total de quelques 300 milliards de dollars de chiffre d'affaires, c'est une estimation sur la base des déclarations parfois consenties par les barons de la drogue qui tombent aux mains des policiers, comme ici l'extradition de Colombie de l'un des plus grands trafiquants de drogue du monde. Roberto Saviano, encore tout récemment en Suisse, affirmait ceci. Au départ, en Colombie, 1 kilo de coke vaut 1 500 $. Au Mexique, les grossistes l'achètent pour 25 000 $. Arrivé aux États-Unis, ce kilo vaut 47 000 $. Et s'il parvient jusqu'en Italie, sa valeur grimpe à 57 000 $. C'est tout cet argent qui sera investi dans des circuits parallèles très difficiles pour les enquêteurs à identifier et encore plus à démanteler. On parle de financement massif, d'achat d'armes. On parle encore, comme ici, lors de l'arrestation à Montréal de l'un des parrains canadiens de la mafia, Vito Rizzuto, on parle de trafic d'influence dans l'octroi des marchés publics de construction et de transport. On évoque de plus en plus l'introduction de fonds mafieux dans ce que l'on appelle les biens de consommation. Par exemple, l'industrie de la contrefaçon, pas seulement dans les milieux du vêtement ou de l'horlogerie. De nos jours, la contrefaçon s'applique au savon, aux shampoings et autres produits d'hygiène, avec les risques que cela comporte pour la santé des consommateurs. De même, sous l'influence mafieuse, on assiste à une inquiétante industrie du faux médicament.
C'était il y a tout juste un an et c'était une première. Les enquêteurs italiens réussissaient à filmer les prestations de serment et les rites d'initiation de plusieurs nouveaux membres de la 'Ndrangheta, la mafia de la région calabraise. L'enquête durait depuis 2 ans. À partir d'une information sur le lieu d'une possible réunion secrète, les spécialistes italiens avaient disposé plusieurs caméras et micros cachés, des preuves audiovisuelles que la justice considère aujourd'hui comme légalement valables. Autre dispositif caché, autre séquence vidéo impressionnante. Cette fois, il s'agit de la Suisse, avec cette réunion de la mafia calabraise en Turgovie, où les responsables du réseau dissertent sur les grands principes de fonctionnement de l'organisation. L'invité de Géopolitis, Nicolas Giannakopoulos, qui est président de l'Observatoire du crime organisé. Crime organisé, on est exactement dans ce schéma-là. Est-ce qu'on fait semblant d'apprendre que la mafia, voilà, elle est rentrée dans nos économies propres? On fait semblant de l'apprendre ou on le sait depuis longtemps? C'est un peu des deux, finalement. Ouais. On fait beaucoup semblant de l'apprendre, puisqu'on a les sujets et les détails, en fait, depuis bien longtemps que l'économie mafieuse a infiltré largement l'économie qu'on dit légale, et que la porosité entre ce qu'on appelait avant l'économie légale et l'économie légale n'existe plus vraiment. Et puis, on redécouvre, parce que la mémoire est courte, hein, et que d'autres choses prennent le devant de la scène. Mais est-ce qu'on le redécouvre parce qu'on a envie de le découvrir? Sous-entendu, avant, on faisait semblant de ne rien voir. Non, je crois qu'il y a une envie, il y a un intérêt des médias aussi, hein, il y a des événements comme ça qui se passent. Et puis, il y a une problématique, bon, il y a la crise, évidemment, qui dure quand même beaucoup et qui pose de plus en plus de questions directement sur la vie des gens. Donc, on s'intéresse maintenant à l'infiltration dans les économies de contrefaçon. Et de contrefaçon, on ne parle plus seulement de produits de luxe, donc à très forte valeur ajoutée. Donnez-nous quelques exemples. Des shampoings, des produits pour le corps, des produits d'hygiène, des produits alimentaires. C'est quoi? Ce sont des secteurs qui sont pris en main, dominés par des activités mafieuses, pour certaines? Alors, dominés, je ne dirais pas, parce que c'est quand même des marchés très très vastes. Ouais. Hein, mais infiltrés. Mais largement infiltrés. On trouve soit la complicité, des fois, je dirais parfois un petit peu naïve, des grosses entreprises de production, soit des laboratoires clandestins. J'étais à une conférence Europol en mars dernier où ils ont démantelé, ils présentaient les résultats de démantèlement d'un laboratoire clandestin vers Malaga, si je me souviens bien, où ils ont saisi des tonnes et des tonnes de produits précurseurs pour fabriquer justement de la poudre à lessive, des shampoings, des savons pour le corps, des produits hygiéniques, donc du démaquillant, des trucs comme ça. Mais les vrais professionnels, hein, ceux qui dirigent l'économie propre et légale, c'est eux qui tirent la sonnette d'alarme de voir ces mafieux, quelque part, envahir leur territoire? Aujourd'hui, oui, il y a un secteur très particulier qui est un peu emblématique de cette modification d'attitude de l'industrie vis-à-vis de ces risques mafieux. C'est l'industrie du tabac et des cigarettes. Pendant des années, l'Europe, notamment, a tiré la sonnette d'alarme sur l'implication des grands cigarettiers dans je dirais, le fournissement du trafic ou de la contrebande qui était ensuite reprise par des organisations criminelles et revendue sans payer de taxes. En gros, c'était les arnaques au formulaire. Et qu'est-ce qu'il y a de nouveau alors maintenant? Maintenant, en fait, ce qu'il y a de nouveau, c'est que c'est les entreprises, les grosses multinationales des cigarettes, qui se font dépasser sur ces marchés-là par des organisations. Des organisations, mais c'est même plus de la contrebande. Il y a de la contrebande, mais il y a beaucoup de sous-marques, c'est plutôt du pompage de savoir-faire, de matières premières, mais aussi d'infrastructures logistiques, comme des usines. Vous avez par exemple des usines dans des grosses zones de production qui ont été financées, montées par des grandes entreprises de cigarettes, puis ensuite qui sont soit dédoublées à l'identique juste à côté, soit utilisées pour alimenter des filières clandestines ou légalisées sous la forme d'autres marques locales, mais avec le même outil de production. Mais à vous entendre, on a le sentiment qu'il y a une énorme, si j'ose dire, multinationale du crime derrière. Je sais bien que l'expression est un peu galvaudée, mais on a l'impression qu'il y a une
très grosse structure derrière. C'est pas juste un petit peu de l'artisanat mafieux, c'est une grosse structure. Ah non, c'est très industriel. Ouais. Mais il n'y a pas... Il faut se garder, vraiment. Très, très international. Mais il faut se garder de toutes les théories du complot. Ouais. Ce que j'essaie d'enseigner aussi à mes étudiants, c'est que le monde criminel ou des marchés criminels ou criminalisés n'est pas différent dans son organisation et dans ses acteurs du monde de l'entreprise qu'on connaît. C'est-à-dire qu'il y a des petits acteurs, il y a des PME, il y a des multinationales. Oui, c'est terrible ce que vous me dites. Il y a une sorte de similitude et presque de symétrie. Complète. Alors, qu'est-ce qu'on fait contre ça? Est-ce qu'au moins l'arsenal juridique, il évolue dans nos pays et dans nos démocraties? Alors, l'arsenal juridique en matière de répression évolue petit à petit. On a eu, et ça va un peu par vague, on a eu un gros focus sur le blanchiment d'argent. Dans les années, plutôt années 80, début des années 90. Ensuite, on a eu un énorme point focal sur la corruption. Et puis ensuite, il y a le 11 septembre qui est arrivé. Donc, au revoir tout ça. Et on est passé sur le terrorisme, sur le financement du terrorisme, etc., qui a encore un petit peu une petite blague. Et maintenant, c'est quoi le trend, la tendance? Maintenant, le trend, c'est toujours la sécurité des citoyens. Alors là, je dirais, c'est l'hypersurveillance. Qui va de pair avec l'hyperconnectivité et tous les risques criminels qui sont liés à l'espace, au cyberespace et qui rapportent aussi de plus en plus, techniquement parlant. Et on est obligé les organes de police sont aussi obligés de parer à toute cette palette-là. C'est vrai que quand on regarde certains chiffres, alors qu'il y a beaucoup de chiffres cachés, je veux dire, on ne sait pas, c'est aussi beaucoup d'estimations avec plus ou moins fantaisistes, on va dire, mais les plus sérieuses montrent que les revenus criminels des cyberattaques dépassent les revenus criminels de l'économie réelle, on va dire. Et ça, on commence à avoir des chiffres. En conclusion, il ne faut pas avoir de complot partout, il ne faut pas tout noircir, mais quand même, il faut tenir compte de cette réalité mafieuse. Il faut absolument tenir compte de cette réalité mafieuse. Et je profite de cette occasion-là que vous me donnez pour demander à tous les économistes qui nous regardent et qui font le monde et qui définissent certains taux d'intérêt et qui se battent, les yeux, d'intégrer une fois dans leurs calculs la part de l'économie criminelle dans des calculs de PIB, dans des calculs de taux d'intérêt, dans des calculs de croissance, etc. Ça a commencé, mais d'une manière extrêmement naïve, en intégrant, par exemple, sur des suppositions, le produit brut de la prostitution ou de la drogue dans le produit intérieur brut. Eh bien, espérons que le message sera entendu par ces économistes. Merci, Nicolas Giannakopoulos. Je rappelle que vous êtes le président de l'Observatoire du crime organisé. Merci à vous. Merci. Ce sont souvent des hommes seuls qui osent défier la mafia. L'exemple le plus illustre, on le connaît, c'est Roberto Saviano, qui paye le prix fort pour avoir tout dit sur les branches mafieuses. Il y a un autre homme qui, lui aussi, doit être protégé en permanence par un essaim de garde du corps. C'est un prêtre, Don Luigi Ciotti, surnommé l'abbé anti-mafia. Il y a 30 ans, il a fondé une association qui se nomme Libera, et qui a pour mission de gérer tous les biens confisqués aux mafieux condamnés et emprisonnés. Actuellement, entre les terres agricoles, les propriétés privées, les comptes en banque, les biens immobiliers, les voitures de luxe ou les différents commerces, bref, tout ce qui a été saisi par la justice, ce sont plus de 6 500 biens confisqués au parrain que gère Libera. C'est probablement cette initiative-là qui fait le plus de mal à la mafia frappée au cœur de ses activités économiques. C'est pour avoir eu cette idée-là, qui, c'est à souligner, finance aussi la lutte anti-mafia, que le père Luigi Ciotti est menacé de mort par les grands patrons du crime. Don Luigi Ciotti, simple prêtre, mais extraordinaire exemple d'un combat mené, c'est lui qui le dit, au nom de la dignité. Et sur la page web de Géopolitis, préparée par David Nicole et Olivier Horner, vos commentaires à cette émission sur l'introduction de la mafia dans l'économie légale. À votre disposition des séquences vidéo, de l'infographie, des sites internet, des archives, la possibilité de podcaster cette émission de la RTS. Et vous êtes toujours les bienvenus sur Géopolitis.